Donc, la personne arrive dans sa chambre à coucher, il n'y a pas de signal particulièrement fort qui est envoyé à son cerveau que c'est le temps de dormir. Au contraire, souvent même, la chambre à coucher chez la personne qui souffre de difficultés chroniques de sommeil, ça va devenir associé à de l'anxiété. Donc, la personne arrive dans sa chambre à coucher, puis il va commencer à s'inquiéter, bon, j'espère que je vais dormir ce soir, si je ne dors pas, demain je ne serai pas fonctionnelle. Et là, ça va entraîner là, beaucoup d'anxiété. Et on sait que l'anxiété, ben, c'est un état c'est pas l'état recherché quand on veut s'endormir, ou bien au contraire, ce qu'on recherche, c'est un état de détente qui va faire en sorte que le sommeil va pouvoir apparaître. Donc ça explique là, pourquoi les habitudes de sommeil que je vous ai mentionnées tantôt sont néfastes et contribuent au maintien des difficultés de sommeil. Maintenant, pour ce qui est des fausses croyances ou des fausses pensées envers le sommeil ou les croyances erronées envers le sommeil, comme par exemple, si je ne dors pas bien, mon cancer va récidiver, c'est néfaste parce que ça va entraîner ce qu'on appelle une anxiété de performance. Alors, c'est un terme peut-être compliqué, tout simplement pour dire que la personne va se sentir anxieuse par rapport à sa capacité de dormir. Et là, va avoir toutes sortes de... va avoir un discours interne qui va être teinté de toutes sortes de pensées anxiogènes comme « il faut que je dorme, il faut que je dorme ». Et ça, le fait d'avoir ce genre de pensée-là, ben, ça va au contraire diminuer la probabilité de tomber endormi parce que, comme je viens de le dire, l'anxiété, ben, c'est un état qui est contraire à celui qu'on recherche, soit celui de détente. Donc, c'est important de travailler sur ces deux aspects-là quand on a des difficultés de sommeil, soit les habitudes et les fausses croyances envers le sommeil. Alors, peut-être juste pour revenir sur l'anxiété de performance, c'est un peu comme si, prenons l'exemple d'un pianiste qui doit faire un spectacle. S'il se sent très, très anxieux puis qu'il se dit des choses comme « il faut que ma performance soit parfaite ce soir, je n'ai pas droit à l'erreur, il faut que ce soit la performance de ma vie », là, il va se sentir tellement anxieux que ça va diminuer la probabilité qu'il soit bon au piano. Donc, c'est un peu la même chose. Plus on se sent anxieux de dormir, moins on va être capable de dormir. L'insomnie, je voudrais dire que ce n'est pas un problème banal, que ça a beaucoup de conséquences possibles. Ça peut entraîner, la plainte numéro 1 des personnes qui souffrent de difficultés de sommeil, c'est la fatigue. Euh, on remarque aussi des difficultés de concentration et de mémoire qui sont vraiment rapportées par plusieurs personnes qui souffrent d'insomnie. Perturbations du fonctionnement quotidien, on en a déjà parlé. Il y a des données de recherche qui indiquent que le fait de souffrir d'insomnie sévère à un moment de notre vie, ben, ça augmente notre risque de développer d'autres problèmes psychologiques dans le futur, comme la dépression, l'anxiété ou l'abus de substances. On a observé que les personnes insomniaques consultaient beaucoup plus en médecine, utilisaient beaucoup plus les services de santé. On a aussi observé qu'ils avaient une diminution globale de leur qualité de vie. Donc, c'est important, c'est un problème à laquelle il faut vraiment accorder de l'attention, ne pas considérer que c'est normal de mal dormir, par exemple, et donc agir à ce niveau-là. Quelques mots maintenant sur les traitements disponibles de l'insomnie. Comme vous vous en doutez sans doute, les médicaments pour dormir, qu'on appelle les hypnotiques, c'est vraiment l'option de traitement qui est la plus souvent utilisée dans la population générale, mais également chez les personnes atteintes de cancer qui souffrent d'insomnie. Toutefois, bien que ce soit une option qui soit très efficace, les experts en sommeil s'entendent maintenant pour dire que ça devrait être utilisé uniquement sur une courte période. On ne devrait pas dépasser une période de 4 à 6 semaines parce qu'après ça, là, on va voir apparaître d'autres genres de difficultés. Donc, il va y avoir des effets secondaires, par exemple, et ce qui est particulièrement préoccupant quand on utilise ces médicaments pour dormir-là sur une base chronique, c'est qu'à long terme, leur efficacité va diminuer et la personne va avoir besoin d'augmenter les doses pour avoir le même effet.
la personne n'augmente pas les doses, ben, elle va continuer d'utiliser son médicament, mais l'efficacité va vraiment être réduite. Donc, la thérapie cognitive comportementale que je vais vous présenter, c'est maintenant considéré vraiment comme le traitement de choix, celui qu'on devrait privilégier pour les difficultés de sommeil, à la fois pour l'insomnie dans la population générale et celle qui est associée à d'autres problèmes comme la douleur chronique ou encore un autre trouble psychologique ou, dans le cas qui nous occupe ici, le cancer. Il y a eu 5 études à date qui ont évalué l'efficacité de la thérapie cognitive comportementale pour l'insomnie associée au cancer. Et les 5 études ont été unanimes à montrer qu'elle était efficace pour améliorer le sommeil, diminuer la détresse psychologique et améliorer la qualité de vie. Donc, vous voyez qu'une intervention qui est pourtant spécifique au sommeil va avoir d'autres répercussions positives sur la vie de la personne. La thérapie cognitive comportementale, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une combinaison de stratégies comportementales, comme le nom le dit, et cognitives, qui va agir là, sur les 2 facteurs que je vous ai présentés tantôt, les facteurs de maintien, soit les mauvaises habitudes de sommeil et les croyances et les pensées erronées par rapport au sommeil. Une des stratégies comportementales qui est très, très, très efficace, c'est la stratégie qui s'appelle le contrôle par le stimulus. Donc, le but de cette stratégie-là, c'est de renforcer l'association entre le sommeil et les indices qui mènent au sommeil. Donc, le lit, la chambre à coucher, l'heure du coucher, et de rétablir un cycle éveil-sommeil régulier. Donc, de rétablir, de resynchroniser notre horloge biologique. Alors, comment on fait ça? Bien, c'est à l'aide de stratégies vraiment très concrètes. Très concrètes. Il y en a 6. La première, c'est de réserver au moins 1 heure pour vous détendre avant l'heure du coucher. Et ça, c'est dans le but de diminuer notre activation physiologique et cognitive, donc de diminuer un peu notre agitation au niveau du cerveau, mais également au point de vue de nos fonctions physiologiques et d'induire la somnolence. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on dit, bon, ben moi, ce soir, là, je me couche de bonne heure parce que hier, j'ai mal dormi, puis que là, on va au lit à 8h30, 9h, sans avoir pris 1 heure pour se détendre avant, qu'avant, on était complètement actif, on a fini de faire la vaisselle, le lavage, etc., bien, on n'est pas dans un état favorable à tomber endormi. De la même façon, si on arrive d'une activité où on était très sollicité ou qu'on était très actif, que ce soit faire de l'exercice physique ou une activité sociale avec des amis ou autre, puis qu'on arrive à la maison et qu'on se couche immédiatement, les chances de tomber endormi pour une personne qui souffre de difficultés de sommeil vont être réduites parce que c'est difficile de passer d'un état d'activité intense à un état de sommeil. Donc, réserver au moins 1 heure pour se détendre en faisant des activités qui vont préparer au sommeil, comme par exemple lire, regarder la télévision, écouter de la musique. Ça peut être faire de la relaxation. Bon, il y a toutes sortes d'options possibles. Ça peut varier d'une personne à l'autre. La deuxième stratégie, c'est d'aller au lit seulement lorsqu'on se sent somnolent. Et là, je vais vous faire la différence entre la somnolence et la fatigue. La fatigue, c'est ce qu'on ressent quand, par exemple, on a fait un entraînement physique. À la fin d'un entraînement physique, on va dire, oh là là, je suis fatiguée, j'ai mal aux muscles, je me sens vraiment exténuée. Mais la personne qui vient de faire un exercice ne se sentira pas nécessairement somnolent. Elle ne sentira pas nécessairement qu'elle est en phase pré-dodo, comme j'appelle souvent. Elle n'aura pas nécessairement le goût d'aller dormir après un exercice physique. Alors que la somnolence, c'est vraiment tous les petits signes qu'on ressent juste avant de tomber endormi, soit d'avoir les paupières lourdes, les yeux qui coulent, bâiller, avoir du mal à garder nos yeux ouverts, etc. Donc, idéalement,
il faut attendre vraiment ces signes-là avant d'aller au lit, parce que ça, c'est vraiment la condition préalable au sommeil. Donc, c'est toujours dans la même idée, la même logique que si on est encore actif, soit sur le plan de nos pensées ou sur le plan physique, ça va être très difficile de tomber endormi.